Quelles sont les remontées de terrain? Revenons sur la situation à Koursk. À la surprise générale, les Ukrainiens ont lancé une contre-offensive et tentent de récupérer des territoires russes. Quelles informations vous pouvez nous donner à ce stade? Alors, ce qui est géolocalisable, c'est-à-dire la preuve à l'appui par l'image, c'est que les Ukrainiens ont progressé de 2,5 km derrière la ligne, ce qu'on appelle la ligne 0, c'est-à-dire derrière la dernière position russe qu'ils avaient. Et donc, ils ont progressé de 2,5 km en profondeur, ce qui fait qu'ils ont, d'après les sources, pris entre 15 et 25 km² en une journée, ce qui est très largement supérieur à ce que les Russes faisaient par le passé. Mais finalement, c'est surtout un basculement parce que jusqu'à maintenant, ils subissaient les attaques russes, ils faisaient souffrir énormément les Russes pour chaque kilomètre carré qui était pris. Et là, c'est à leur tour de repartir à l'offensive. Et ce qui est toujours étonnant, c'est que quand les Ukrainiens poussent, eh ben, ils avancent. Quand les Russes poussent, il leur faut 10-15 jours pour obtenir le même résultat que ce que les Ukrainiens ont fait en un jour. Et c'est exactement ça. On a des unités constituées, organisées, structurées, avec de la guerre électronique qui fait que les drones russes ne fonctionnent pas sur la zone. Et là, ils s'en plaignent ouvertement aujourd'hui sur leur channel Telegram. Et on n'arrive pas, on ne voit pas ce qui se passe, notre artillerie est aveugle, et du coup, ils recommencent à faire de la reconnaissance avec des hommes à pied parce qu'ils ne peuvent pas le faire avec leurs drones. Comment ça se fait que leurs drones ne fonctionnent pas? Parce que les Ukrainiens ont déployé a priori peut-être une nouvelle sorte de guerre électronique, une sorte de brouillage qui fait que les communications russes ne fonctionnent pas sur une très large bande de fréquences. C'est-à-dire les drones kamikazes qui sont ceux qui vont s'écraser, mais également les drones d'observation qui volent plus haut et qui volent normalement pendant des heures et des heures. Aucun de ces deux catégories de drones russes ne fonctionne au moment où les Ukrainiens font une offensive. Donc les Russes, normalement, ils ont un préavis d'une demi-heure pour savoir où sont en train d'arriver l'offensive. Là, ils sont aveugles. Et ils voient les Ukrainiens, une fois qu'ils sont déjà dans leur tranchée, ils n'ont pas préparé l'artillerie, ils n'ont pas de drone kamikaze pour les arrêter. Je ne sais pas si c'est un nouvel équipement particulièrement efficace qui a été déployé dans cette zone, mais ça a joué, à mon avis, un rôle clé dans l'efficacité de ces quelques kilomètres. Mais attention, les Russes continuent à essayer de pousser sur le reste de la zone. Avant de continuer, je vous rappelle que les vidéos qui parlent d'Ukraine sont sponsorisées, mais que l'argent des sponsors retourne en Ukraine. Et notre partenaire aujourd'hui, c'est NordVPN. NordVPN, vous le savez, c'est la protection garantie pour toutes vos connexions, que ce soit sur un téléphone ou sur un ordinateur. Par exemple, aujourd'hui, j'ai volé avec Lufthansa, mais ma connexion, forcément, elle était ouverte. Donc j'ai lancé mon VPN, ce qui m'a permis de continuer à avoir une connexion qui soit totalement sécurisée, puisque la totalité de mon flux de données va être chiffrée depuis mon terminal jusqu'au service que je suis en train d'utiliser sur Internet. Le deuxième avantage, je voyage, donc il y a certains services que je ne peux plus avoir. Je ne peux plus regarder tous les films auxquels je suis habitué, donc je peux faire semblant que je me trouve en France, auquel cas je pourrais continuer à regarder mes émissions préférées. Mais à l'inverse, je peux aussi me connecter dans des pays dans lesquels il n'y a pas de paywall pour certaines émissions, par exemple pour du sport, mais aussi avoir accès à des films en streaming en avance, par exemple, qui vont sortir d'abord aux États-Unis. En plus, NordVPN, il y a tout un tas de fonctions qui vont avec. Vous avez une possibilité d'avoir un tracking du Dark Web pour voir s'il y a des fuites de données qui vous concernent. Vous avez un suivi en temps réel des malwares qui pourraient s'en prendre à votre ordinateur. Ça empêche les pubs intrusives, ça bloque les cookies, donc c'est vraiment une sécurité globale pour votre connexion. Donc cliquez sur le lien qui est en commentaire de cette vidéo, nordvpn.com/titelman. Comme ça, vous aurez une super réduction et ce sera un bon pas pour commencer l'année. Allez, on retourne à notre sujet. On le voit sur ces images qui vont apparaître à l'écran, ces fameux chars qui ont été déployés également dans la région de Koursk. Des images assez frappantes où on va les voir également en randonnion. Les uns derrière les autres. Voilà, pousser sur ces 2 kilomètres dont vous avez parlé. Qu'est-ce qu'il se passe concrètement d'un point de vue tactique ? Alors, c'est une colonne. Donc, alors, traditionnellement, les Ukrainiens ont plutôt abandonné ce mode de fonctionnement, sauf que on est avec ce sol qui est relativement gelé, donc ils évitent de rouler dans les champs, donc ils sont sur des routes. La route a été déminée, et donc ils savent très bien l'axe qu'ils peuvent utiliser. Ce qui est étonnant, c'est que normalement, on évite maintenant d'avoir cette concentration, parce qu'une concentration de véhicules alignés de cette manière-là, c'est à coup sûr une capacité de les frapper. Donc c'est peut-être qu'ils sont tellement sûrs d'eux, sur l'incapacité des Russes à les observer, que eux, ils se sont permis de faire une colonne constituée avec une force de frappe très importante. Parce que quand vous arrivez avec des chars, c'est des léopards qui sont engagés, c'est les Abrams américains qui sont dans la zone, et ils ont très clairement une supériorité sur ce qui va être du côté russe, ne serait-ce que la portée d'un char qui va taper 1000 mètres plus loin. Et bien forcément, quand vous voyez le russe, vous êtes capable de le frapper, et lui, il faut qu'il s'approche de 1000 mètres avant de pouvoir commencer à utiliser ses armes. Et ça, c'est les avantages du matériel. Et cette formation interarmée, coordonnée, artillerie, plus drone, plus chars de bonne qualité, ça fait vraiment la différence sur le terrain. Mais c'est consommateur en hommes. Donc la question est, stratégiquement, à quoi ça sert? Et c'est toujours la même chose qu'on se pose la question depuis le mois d'août.
les Ukrainiens ayant pris à l'époque 1200 km², maintenant il en reste plus que 500, la souffrance que les Russes ont pour reprendre cette superficie, c'est autant de superficie en moins qui est occupée dans le Donbass et ailleurs. C'est-à-dire quand les Russes se battent pour reprendre 1000 km² à cet endroit-là, quand il y aura un cessez-le-feu le plus tôt possible, j'espère, ce sera 1000 km² en moins qui seront rasés et occupés en Ukraine. Et donc ils abandonneront ça sans problème. Le but n'est pas de le garder, le but est de mobiliser 60 000 Russes à cet endroit-là plutôt que dans le Donbass. Mais il y a aussi des soldats ukrainiens qui ont dû être mobilisés sur course. On a eu beaucoup de témoignages de soldats du Donbass qui étaient éprouvés de ne plus avoir les hommes à leur côté. C'est sûr, mais typiquement Pokrovsk, Chassivyar, dans le Donbass, sont des villes qui seraient déjà occupées si la Russie avait pu mettre 60 000 hommes dans cette zone-là. L'intérêt, c'est que les Ukrainiens ont pris facilement 1200 km² et font souffrir les Russes pour reculer. Et les Russes auraient certainement réussi à avancer davantage s'ils avaient pu mettre toute cette force de manœuvre à d'autres endroits. Le grand avantage des Ukrainiens, c'est leur capacité interarmes, le groupement tactique interarmé. Ils ont vraiment notre modèle d'armée dans ce domaine, ils ont vraiment été formés. C'est des brigades éprouvées qui ont des années maintenant d'expérience. C'est probablement les meilleurs combattants, les plus éprouvés qu'on puisse retrouver même par rapport à n'importe quel pays de l'OTAN. Personne ne sait se battre contre de la même manière que les brigades qui sont engagées du côté ukrainien au jeu de Kursk. Et ça, c'est aussi un retour. On parlait tout à l'heure de la brigade Anne de Kiev. La brigade Anne de Kiev, la formation française, ils s'en plaignent. On ne leur a pas appris, parce qu'on ne sait pas le faire, à se coordonner avec des drones d'observation simples. Parce que la France n'a pas de drones d'observation en grande quantité, alors que les Ukrainiens, ils ont un petit drone pour 8-12 personnes. Nous, c'est absolument pas le ratio. Les drones, vous en parlez, véritable atout ukrainien. Le général Syrski a dit que 54 000 cibles russes ont été touchées par des drones en décembre et que ça représentait 49% des cibles totales. À quoi servent-ils ces drones en ce moment ? Justement, sur quoi ça se concentre ? Ça, c'est les plus petits drones qu'on appelle les drones kamikazes, les FPV, qui consomment au niveau de 5 à 6 000 unités par jour à la fin d'année 2024. Donc il y a vraiment une montée en cadence qui est absolument gigantesque. Et ça va être utile contre à peu près tout. Vous vous souvenez des grands assauts dont il y avait 200 Nord-Coréens qui lançaient un assaut ? Eh bien, il y en a quasiment la moitié qui sont tués uniquement par l'artillerie et par ces drones kamikazes. Donc, on va les guider jusqu'à l'impact sur un véhicule blindé, sur des troupes qui sont en train de se déplacer, sur des bâtiments, sur des tranchées, pour simplement être capable de détruire pour 300 € un véhicule qui peut coûter 1 million ou tuer une personne. C'est beaucoup plus simple et on peut le faire à beaucoup plus longue portée que ce qu'on le fera avec un fusil, par exemple. Donc ça permet d'amoindrir les assauts quand les Russes, parce qu'en ce moment c'est vraiment à la chair à canon, ils ont quasiment plus de véhicules blindés efficaces. Ça permet de détruire des véhicules à plus longue distance, 3 à 5 km de distance en général, c'est la distance traditionnelle, mais ils peuvent aller encore plus loin aujourd'hui. Et 54 000, c'est ce qu'annonce l'Ukraine. Mais c'est finalement relativement cohérent avec ce qu'on peut voir en source ouverte. Parce que les images qu'on est en train de regarder, par exemple, il y a une grande partie de ces informations qui sont divulguées. Par exemple, vous avez des analystes comme Andrew Perpetua, qui est sur Twitter. Il peut dénombrer, sur 130 jours où il fait son analyse, il a vu 13 000 Russes se faire tuer par ces drones kamikazes. Il y en a, et il a le listing avec un fichier Excel qu'on peut regarder sur son compte Twitter. Donc on a la capacité de prouver tous les jours l'efficacité de ces drones. Et quand vous avez tous les jours une centaine de Russes qui se font tuer juste par les drones, juste par ce qu'on peut voir en source ouverte, on sait qu'on est sur des chiffres qui sont catastrophiques. On est, aujourd'hui, quand on parle de pertes russes, on est à 20 000 véhicules blindés russes détruits depuis le début de la guerre, et on peut les répertorier dans des sources ouvertes. Et le drone, aujourd'hui, représente plus de la moitié des pertes subies par la Russie. On va en parler justement de ce cimetière de blindés russes qu'on a vu en source ouverte, notamment sur des images. Mais j'aimerais qu'on parle tout d'abord de ce fameux drone dont on parle depuis quelques heures, ce drone Poséidon de fabrication ukrainienne. Quelle est sa spécificité ? Là, on le voit voler à l'instant sur nos images. Pourquoi a-t-il été mis en avant ces derniers jours ? Parce qu'ils arrivent à faire ce que nous, on leur fournissait et qu'on utilise dans nos armées depuis quelques années. Jusqu'à maintenant, on leur fournissait, par exemple, il est très proche de ce qu'on appelle le drone Vector, qui est un drone allemand fait par Quantum, ou alors le DT-46 produit par Doller en France, qui est utilisé par l'armée française. Donc l'intérêt, c'est au lieu d'avoir une catapulte, ou de devoir le lancer à la main avec des sortes d'élastiques de catapultes un peu rudimentaires. Là, on a un équipement qui peut décoller à la verticale, puis ensuite, vous voyez qu'il a quand même des ailes, c'est-à-dire qu'il va avoir une capacité, avoir une autonomie qui va être de 3, 4, 5, 6 heures.
Tandis que si vous avez un système qui décolle à la verticale, avec tout l'avantage du système de décollage vertical, limité à 45 minutes d'autonomie. Donc là, vous avez à la fois le décollage vertical qui est très pratique, vous décollez d'une clairière sans vous mettre en danger, voire même de l'arrière d'un véhicule, et vous avez quand même une autonomie qui est très importante, qui va vous permettre de faire de l'observation pendant des heures et des heures. Jusqu'à maintenant, on leur fournissait ces équipements-là. Maintenant, ils ont un drone fait en Ukraine, 100% fait en Ukraine, et qui a cette capacité de changer de vecteur. On décolle vertical, puis ensuite on vole à l'horizontale. On va tout de même envoyer de nouveaux drones. Du côté de l'air, il y a une nouvelle commande, je crois. Bien sûr, il y a une satisfaction de ce qui est fourni par les Ukrainiens, mais aujourd'hui, de toute façon, ils ont besoin de masse. Peu importe ce qu'on leur donne, ils le prennent, parce qu'ils en manquent réellement. Eux, ils ont mis en place leur industrie de guerre, il faut être très clair dans ce domaine. Ils ont un ramp-up, c'est-à-dire une montée en puissance industrielle qui est inégalée dans aucun pays du monde. Quand ils seront en paix, ils vont inonder le monde avec leurs drones parce qu'ils sont meilleurs et moins chers avec un retour d'expérience que ce qu'on peut avoir partout ailleurs. Parce que nous, notre retour d'expérience, c'est l'Afghanistan, le Mali. Il n'y a pas de guerre électronique, il n'y a pas de brouillage par des ennemis, etc. Donc ils ont vraiment un savoir-faire. Et aujourd'hui, leur production locale s'ajoute à ce qui leur a été fourni jusqu'à maintenant. Mais évidemment, ils ont besoin des deux. Est-ce qu'on va finir par acheter ukrainien, Xavier Titafa ? Mais c'est une certitude. Je suis convaincu que les pays comme la Pologne, qui sont en première ligne, vont acheter ukrainien parce qu'ils produisent plus. La Pologne, aujourd'hui, elle le dit très clairement. J'achète là où on peut produire. Je voudrais bien, très bien. Les Français, qu'est-ce que vous me proposez ? Rien ? Eh ben alors j'achète sud-coréen. J'achète de l'artillerie et des chars sud-coréens. J'achète de la défense anti-aérienne américaine. J'achète des hélicoptères de combat américains. Parce que eux, ils ont des lignes de production où ils débitent. Et la guerre, elle est dans 3 ans. Et il y a par exemple eu des députés français qui ont fait une visite parlementaire en Pologne cette semaine en nous disant on va faire un programme européen, etc. Très bien, vous produisez quand ? Dans 3 ans, dans 5 ans. Dans 3 ans, 5 ans, on sera en guerre. Donc des pays d'Europe de l'Est en première ligne qui ont la conscience, ils ont l'urgence de s'équiper très rapidement, je suis convaincu qu'ils achèteront ukrainiens dès qu'ils en auront la possibilité. Mais aujourd'hui, toute la production ukrainienne est tournée vers la consommation locale. D'ailleurs, on a vu les bénéfices de ces drones ukrainiens, puisque regardez ce cimetière de blindés russes détruits par l'armée ukrainienne. On va voir ces images avec ces blindés qui se comptent par centaines. Et ce que dit le magazine Forbes à ce sujet, savez-vous, avec Forbes qui dit attaquer avec des chars et suicidaires pour les Russes alors que les drones ukrainiens dominent, le résultat est nul. Et puis cette citation d'un mille-blogueur russe qui dit « Savez-vous ce qu'il y a de plus frappant dans les attaques de nos groupes blindés ? C'est qu'à chaque fois, le résultat est nul. » Et pour contrer les forces ukrainiennes, les Russes essaient également d'innover, mais est-ce qu'ils innovent assez rapidement ? Avec une cadence assez lourde, comme les Ukrainiens, pour contrer justement ces fameux drones ukrainiens? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait, effectivement, on l'a vu encore aujourd'hui sur Koursk, par exemple, les Russes ont envoyé une colonne de 40 véhicules blindés sur une zone pour essayer de casser un front, et ils ont progressé de 0. Et ils ont perdu au moins 4 blindés dans les images qu'on peut voir. Donc effectivement, quand on perd 10% de ces blindés avec un résultat nul, c'est ça qui aboutit à des chiffres de pertes qui sont absolument colossaux. Donc les Russes font évoluer leur méthode avec de moins en moins de blindés, mais parce qu'ils en ont de moins en moins, mais aussi parce qu'ils ne savent pas les protéger. S'ils avaient des systèmes de protection, on peut penser par exemple Trophy, c'est un système dans lequel une sorte de fusil à pompe qui va s'orienter tout seul vers un drone ou vers un missile qui arrive, c'est israélien, et là ça va être capable de détruire. Ça ne marche pas à tous les coups, mais en tout cas ça a une certaine efficacité. Donc ça marche pas bien et ils n'ont pas de système de protection, contrairement aux Ukrainiens dans lequel ils ont quand même un niveau de protection qui est un petit peu supérieur, notamment par des brouilleurs de drones qui sont maintenant systématiquement sur tous les véhicules qui sont fournis. Donc les Russes, ils ont évolué dans leur méthode et c'est ce qu'on a vu en grande quantité. Plutôt que d'avoir des colonnes de chars relativement lentes, peu efficaces, ils font courir des hommes espacés de 15-20 mètres parce que les hommes, s'ils marchent en groupe, un obus ou un drone kamikaze, ça va en tuer 5 d'un coup. Et c'est ce qu'on voyait avec les Nord-Coréens. Espacé de 15-20 mètres, il faut une munition par homme. Ce qui fait que quand vous avez 200 hommes face à vous, vous avez que 2, 3, 4 pilotes de drones kamikaze, vous pouvez en tuer qu'une vingtaine, une trentaine. Et donc ça, c'est faire courir plein de monde, éventuellement avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules militaires, des quads, des buggy, des 4x4. Et ça, 45% des pertes prouvées de la Russie sur le mois de décembre
sont du matériel civil qui n'a rien à faire en première ligne parce que c'est utilisé massivement. Et justement, on va regarder ces images puisque certaines de ces informations dont vous venez de parler pourraient être à rire si on les isolait du contexte tragique de la guerre en Ukraine. Mais regardez ces images hallucinantes où on voit sur le champ de bataille des soldats russes en trottinette électrique, tandis que d'autres traversent des champs boueux en quad. Mais en fait, certains experts militaires disent que c'est une réelle technique militaire de mobilité rapide, oui. Et tout ça à faible coût. Alors, des quads, c'est normal. Il y en a dans les deux camps pour faire de l'évacuation médicale, pour aller faire du déminage, pour aller amener du matériel en première ligne. Normalement, c'est pas censé être utilisé pour faire des assauts. Les Ukrainiens ne l'utilisent pas pour faire des assauts, ils utilisent ça pour leur logistique. Les Russes, effectivement, ils se sont rendus compte que leurs blindés sont trop lents et se font intercepter. Les mecs qui courent, forcément, c'est un peu lent aussi, c'est pas protégé. Donc, il vaut mieux leur donner des petits motocross, des scooters. Alors là, les mobylettes, c'est quand même, enfin les trottinettes électriques. J'espère qu'ils ont des roues tout terrain, parce que quand on voit la réalité du terrain, c'est certainement pas pour aller sur les assauts. Mais par contre, des vélos électriques, des quads non protégés, des véhicules, des 4x4, ça, on a des centaines d'exemples, preuves à l'appui, dans laquelle les Russes font des assauts avec du matériel qui n'est évidemment pas protégé. Mais quand vous avez 10 4x4 dans un champ, des quads, on dit même des voiturettes de golf, parce qu'il n'y a même pas de fenêtre pour les protéger, forcément, vous en avez qui vont passer. Et quand vous avez 20 scooters et 20 motos qui arrivent dans un village et que vous avez qu'une dizaine d'hommes pour les défendre, et ben vous avez la possibilité d'être submergés parce qu'ils sont rapides, mais ça provoque des pertes qui sont inacceptables pour le côté ukrainien qui n'accepte pas des méthodes aussi désastreuses, et évidemment pour nous qui avons des armées dans lesquelles on essaie de protéger nos hommes. L'armement occidental est également crucial pour les Ukrainiens, Xavier Tettelmann, et depuis peu, ils mettent en place des systèmes de protection autour des systèmes patriotes. Oui. On va le voir sur ces images. Comment ça marche exactement? Alors on va voir les images dans un instant qui vont s'afficher. Voilà, c'est cette protection qui se met donc autour de ces fameux systèmes patriotes. Ça fonctionne comment? Alors c'est les blocs qu'on voit plutôt sur l'arrière qui sont étonnants. C'est des briques réactives. C'est-à-dire que théoriquement, quand vous avez un obus qui va vous rentrer dedans, soit voilà, on les voit sur cette image. Exactement, voilà. C'est ça. Soit vous avez un blindage qui est très solide, et c'est très bien, soit ça va exploser dans l'autre sens pour renvoyer la charge militaire. L'explosion ne va plus être concentrée vers le blindé, vers le véhicule lui-même, mais plutôt vers l'extérieur. Et traditionnellement, c'est des choses qu'on trouve plutôt sur des chars ou sur des véhicules qui sont proches de la première ligne, puisque c'est eux qui vont être confrontés à des obus ou à des drones kamikazes. Sauf que avec la multiplication des drones kamikazes qui vont aller de plus en plus loin, il y a aussi un risque pour des véhicules, et notamment des systèmes de défense aérien lourds, qui vont être 3 km, 5 km, 10 km sur les arrières pour certains. Donc, les Ukrainiens ont choisi de rajouter des plaques de blindage sur un équipement hautement stratégique qui, jusqu'à maintenant, protège les villes comme Kiev, comme d'autres villes, je ne veux pas dire lesquelles, mais les grandes villes qui sont protégées notamment contre les missiles aérobalistiques russes. Le fait qu'ils protègent ça, ça veut dire qu'ils vont certainement essayer de se rapprocher de la frontière, notamment pour faire peser une menace sur les avions de chasse russes. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose que cette information ait fuité, notamment parce qu'on le sait, donc les Russes le savent, donc ils feront attention aux radars ukrainiens qui seraient éventuellement allumés. Mais pour moi, ça veut dire que les Ukrainiens vont aller à la chasse pour taper des avions de chasse russes, notamment les avions de chasse russes qui essaient de balancer des bombes planantes sur le front ukrainien. Comment le ferait-il ? Alors justement, le fait d'être sur les villes aujourd'hui, il protège les villes contre les missiles russes. Le fait de pouvoir se déplacer sur les frontières, vous vous souvenez, il y a à peu près 1 an, les Ukrainiens avaient réussi à abattre des avions hautement stratégiques qui s'appellent le A-50. Pour pouvoir abattre des avions qui restent à plus de 100 km de la ligne de front, logiquement, il faut avoir un gros radar et un missile qui va très loin. Si vous restez sur Kiev, vous n'avez pas la possibilité d'intercepter ces avions-là. Si vous déplacez plus proche de la frontière, là, vous aurez la possibilité de les détruire. Donc le fait de mettre des plaques réactives sur des systèmes patriotes qui sont jusqu'à maintenant placés sur les villes en protection des villes, pour moi, ça veut dire qu'ils vont essayer de les déplacer pour intercepter des avions russes au-dessus du territoire russe, comme ils l'ont déjà fait par le passé. On a parlé des missiles, Xavier Tettelmann, et il y a une véritable course aux missiles ces derniers temps. L'Ukraine se préparerait à frapper la Russie, selon le magazine britannique Le Télégraphe, avec notamment cette citation, l'entreprise ukrainienne qui construit le Trembita travaille sur une version plus grande, à plus longue portée, qui devrait pouvoir atteindre Moscou, situé à près de 650 km de la frontière
ukrainienne. Réalité ou propagande? Ah non, mais les Ukrainiens tapent à 2400 km de la ligne de front depuis maintenant quasiment 2 ans. 2400 km. Je connais des Ukrainiens qui développent un drone à 3000... C'est même pas un drone, c'est un missile de croisière basse altitude à 3000 km de distance. Donc l'intérêt, c'est la multiplication des vecteurs. Il y en a qui vont avoir une peinture furtive, il y en a qui vont être capables de faire de la trajectoire surbaissée et de voler en dessous même des lignes électriques. Ils ont tout digitalisé, le territoire ennemi. Il y en a qui sont propulsés par des drones, il y en a qui sont propulsés avec des sortes de réacteurs qui vont aller à 750 km/h. Et donc, cet amalgame de dizaines de capacités technologiques locales avec du matériel importé dans certains cas, mais d'une manière générale, c'est produit localement, ça donne des résultats qui sont intéressants. Donc le fait d'avoir un missile de plus qui est capable d'avoir une portée de 650 km, c'est-à-dire jusqu'à Moscou, ça change le nombre de vecteurs qui sont capables de le faire. Parce que chacune de ces usines, elle produit, et tous les jours, les Ukrainiens tapent sur des dizaines de cibles sur le territoire russe. On l'a vu ce matin, par exemple sur Sébastopol, le port sur la Baltique, j'ai oublié le nom. Rostov Non. Bref, au nord de Moscou, encore plus loin, ils ont réussi à taper sur des infrastructures pétrolières et gazières. Donc tous les jours, ils le font, tous les jours avec du succès. Et ils produisent par exemple le missile Neptune, celui qui avait détruit le Moskva au début de la guerre. C'est un missile de croisière qui est désormais adapté pour faire du sol-sol. Ils tirent du sol et ils ont détruit par exemple un système de défense S-400 qui coûte quand même quelques centaines de millions d'euros. Et bien ce missile-là, maintenant, ils en produisent 50 par mois. Et donc, ils multiplient le nombre de vecteurs parce que ce que nous leur fournissons, c'est génial, mais nous bridons nos armes à 300 km de distance parce qu'on continue à respecter les règles internationales que la Russie viole tous les jours avec les missiles nord-coréens ou iraniens. En parlant justement de ces missiles longue portée, nous savons à quel point les Américains ont tergiversé avant de donner le droit aux Ukrainiens de frapper la Russie sur des installations militaires avec des attaques MS. La Russie dit avoir intercepté 8 missiles américains attaques MS ce week-end. On se rappelle que la Russie avait répliqué aux premières frappes de ce type en tirant pour la première fois une arme expérimentale hypersonique baptisée Oreshnik, promettant une réponse à chaque attaque ukrainienne de ce type contre son territoire. Et cette fois-ci, le ministre de la Défense russe dit ceci: les systèmes de défense aérienne S-400 et Pantsir SM ont abattu tous les missiles attaques MS. Ces actes du régime de Kiev soutenus par les conservateurs occidentaux feront l'objet de représailles. Réellement, quelle représailles? Aucune. Mais comme toutes les autres lignes rouges précédentes, si vous envoyez des F-16, ce sera la guerre nucléaire. Si vous envoyez des tanks, ce sera la guerre nucléaire. Si vous autorisez... Alors qu'en fait, il faut rappeler, c'est simplement un rééquilibrage. Quand la Russie a utilisé des missiles iraniens, les États-Unis avaient dit on autorisera les missiles à longue portée à 300 km. Si vous mettez des Nord-Coréens, on autorisera les tirs sur le sol de la Fédération de Russie. Donc à chaque fois, les Russes montent d'un étage et les Ukrainiens suivent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus que ce qu'ils font déjà aujourd'hui? Bombarder des villes, utiliser des gaz de combat? Ils font déjà la totalité des crimes de guerre qui sont possibles dans une guerre aujourd'hui. Des Oreshnik, ils ne les produisent pas en grande quantité. C'est une arme qui, militairement, n'a pas d'intérêt parce qu'elle n'est pas assez précise, si ce n'est pas une arme nucléaire à bord où ça rase tout. Mais là, comme elle tombe à quelques centaines de mètres de sa cible, ça n'a pas d'intérêt militaire. Ça fait peur. C'est leur objectif. C'est une arme qui a une valeur stratégique, politique, pour nous faire peur à nous, mais il ne faut pas se faire impressionner par ça parce que ça n'a pas d'intérêt militaire réel. Et il n'y a pas de réponse que les Russes puissent faire aujourd'hui. Ils sont déjà à 100% au maximum de leur capacité. Est-ce que, quand on parle du nucléaire, c'est toujours une possibilité? Je sais que les militaires n'aiment pas dire il n'y a pas de différence entre le nucléaire tactique et le nucléaire stratégique. Mais est-ce qu'il y a une possibilité d'utiliser le nucléaire pour les Russes, ou vous pensez que c'est absolument hors de question? Moi, je pense que c'est totalement hors de question, notamment parce qu'ils perdraient totalement le soutien de la Chine. Je rappelle juste l'équilibre. Depuis les années 70, Taïwan a arrêté de développer son arme nucléaire sous pression américaine parce que, par principe, un pays non nucléaire ne peut pas se faire attaquer par un pays nucléaire. Or, si la Russie attaque l'Ukraine avec une bombe atomique, ça autoriserait Taïwan à s'équiper de l'arme atomique. Et donc la Chine dit, moi je veux pas d'un Taïwan nucléaire, donc je t'interdis, Russie, d'utiliser l'arme nucléaire en Ukraine. Et c'est les révélations qu'on a vues en 2022, on sait que, en fait, les Russes sont aux ordres des Chinois aujourd'hui, il faut être clair. Et si demain la Chine décide d'arrêter de soutenir l'Ukraine, d'arrêter de soutenir la Russie en arrêtant de lui acheter du gaz, en arrêtant de lui fournir des pièces détachées pour construire ses drones, l'armée russe s'effondre en 48 heures. Ils ne tiennent pas.
Économiquement, ils ne tiennent pas. Militairement, ils ne tiennent pas. Donc la pression chinoise étant trop forte, je crois en aucun cas à la capacité des Russes à utiliser l'arme nucléaire. Autre atout occidental, Xavier Titelman qui va arriver en Ukraine, ce sont les Mirage 2000 5F, vont être livrés ce mois-ci. Comment vont-ils être utiles sur le territoire ukrainien ? Ils ne seront pas livrés ce mois-ci, ils seront livrés entre fin février et début mars. Je sais que l'info est sortie, mais elle est fausse. Oui, elle est fausse. Oui, l'info est sortie dans les médias, donc c'est pour ça. Elle est fausse, je la corrige. Et vous la confirmez, c'est-à-dire que ce ne sera pas avant février ? Je confirme que ce sera fin février ou début mars. Les formations sont finies, les instructeurs, les avions sont transformés. C'est la logistique, la mise en place du nécessaire pour la maintenance qui est en train d'être déployée en ce moment en Ukraine. Et ce sera pour la fin du mois de février ou début mars. Mais dans tous les cas, ce sera un avion un petit peu comme le F-16 qui aura deux objectifs. Le premier, c'est de défendre le ciel ukrainien contre les missiles de croisière russes. Les drones kamikazes, qu'on appelle les Shahed, qui sont en basse altitude, ils vont relativement lentement. En général, c'est plutôt avec des grosses mitrailleuses ou avec de la guerre électronique qu'on va les intercepter. Les missiles de croisière, ça va à 800 km/h. Il faut des missiles. Donc ces avions-là, ils ont un radar qui permet, avec les missiles qu'on voit sous les ailes, d'aller jusqu'à 50-70 km de distance. Donc il faut d'abord les comprendre comme des défenses aériennes qui vont très vite à l'endroit vers lesquels on voit des missiles russes arriver. Donc si on sait que c'est vers Odessa, on envoie ces avions-là vers Odessa. Si c'est vers Lviv, on envoie les avions vers Lviv et ils vont être capables d'aller au-devant des missiles, en volant plus vite que les missiles, et être capables de les intercepter. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est éventuellement, quand il y en aura la masse suffisante, et c'est une question de masse, F-16 plus Mirage 2000, quand ils en auront une cinquantaine, ils pourront commencer à aller titiller les Russes sur la ligne de front pour faire du bombardement, mais aussi intercepter les avions de chasse russes qui larguent ces fameuses bombes planantes. Donc c'est vraiment, comme cet avion a été modernisé, modifié pour lancer des missiles de croisière, pour lancer des bombes planantes, ce qui n'était pas le cas dans l'armée française où il ne fait que de la domination aérienne, là c'est devenu un avion multimission. Il aura exactement la même mission que le F-16. Le problème, c'est la masse. Quand vous n'avez qu'une quinzaine de F-16 et 3 Mirage 2000, puis 6 un petit peu plus tard, en espérant qu'il y en ait d'autres qui arrivent derrière, forcément, le chiffre clé, c'est d'arriver à 50 avions de chasse modernes sur le territoire ukrainien. Là, il commencera vraiment à avoir un effet plus stratégique. Justement, vous m'éclairez énormément ce soir parce qu'on s'est beaucoup posé la question de l'homogénéisation de la flotte. Donc vous êtes en train de nous dire que comme le Mirage a été modifié, désormais, ça peut fonctionner avec le F-16 en fait. Ça marchait déjà. Par exemple, si vous avez un radar au sol au standard OTAN, et on leur a fourni un certain nombre d'équipements, y compris les Mamba Samté français, les radars de Thales également très très réputés partout dans le monde, un radar peut désigner une cible à un avion. L'avion reste totalement discret. Lui, il n'utilise pas son radar. Il reste invisible et il va être capable de taper sur une cible à longue distance avec un radar qui était au sol, avec ce qu'on appelle une liaison de données tactiques. Comme vous avez une liaison de données tactiques, les avions entre eux, les radars entre eux, les systèmes de défense aérienne marchent tous ensemble. Et au final, vous avez comme ça un fonctionnement global efficace au standard OTAN. Et donc le problème, c'est l'interconnexion entre les systèmes soviétiques et OTAN. Et là, il y a un grand travail qui est fait. Et c'est ce qu'on appelle le programme Frankensam. Frankenstein, Frankensam, SAM, c'est Sol-Air Missile. Et vous avez comme ça des missiles occidentaux qui peuvent être lancés par des lanceurs soviétiques. Des radars occidentaux qui fonctionnent avec des lanceurs soviétiques. Et ils ont réussi comme ça, au bout de 2 ans d'efforts très importants, à monter en puissance et avoir une capacité d'interopérabilité entre les systèmes soviétiques et occidentaux. Merci beaucoup Xavier Titelman, c'était très éclairant de vous entendre, très éclairant pour beaucoup de nos téléspectateurs. Vous me rappeliez aujourd'hui que ça fait presque 10 ans qu'on se connaît, parce que mon nom dans votre répertoire est Margot Haddad CNN, donc encore à l'époque où j'étais sur le terrain, donc c'était très drôle de le savoir, certainement sur le MH17 en Ukraine d'ailleurs. Certainement, juillet 2014, effectivement. Merci beaucoup Xavier Titelman.